Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation de Pouce Carré. Je m'appelle Anne-Marie Fortin et je serai votre animatrice cet avant-midi. Aujourd'hui, la journée Pouce Carré a comme thématique identité et société. Alors cette année, pour nos journées mensuelles, on a décidé d'avoir des thématiques comme ça qui regroupent les présentations qu'on fait. Il y a des noms que je connais dans la salle, il y a des personnes que je ne connais pas encore, alors vous me permettrez de faire une brève présentation pour vous expliquer qui je suis et qui est Pouce Carré. Et par la suite, on commencera avec la présentation des livres. Alors, Pouce Carré, c'est une compagnie que j'ai fondée il y a maintenant 2 ans. Donc, on a fondé la compagnie en 2022. Et cette compagnie-là, donc, a comme mission d'offrir des occasions de rencontre entre le monde du livre et le monde scolaire et municipal. C'est-à-dire que, ben, il y a beaucoup de livres qui paraissent chaque année. Il y a de grands corpus littéraires qui existent et qui sont extraordinaires pour les gens qui travaillent dans les milieux scolaires. Mais le temps pour découvrir ces livres-là, on le sait, il n'est jamais assez long. Alors, avec l'expérience que j'ai développée au cours des années, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu du livre. Ça fait plus de 10 ans que je travaille auprès des milieux scolaires au Québec et dans la francophonie canadienne. Donc, j'ai décidé d'offrir un service qui est un service de représentation. C'est-à-dire que les maisons d'édition font appel à Pouce Carré pour que nous puissions faire la représentation de leurs titres auprès notamment des milieux scolaires et des milieux municipaux pour présenter les titres aux personnes qui travaillent directement avec les jeunes. Aujourd'hui, donc, j'allais dire trois maisons. On vous présentera aujourd'hui, dans le cadre de la journée Pouce Carré, deux maisons d'édition et une plateforme qu'on a regroupées sous la thématique identité et société. Cet avant-midi, moi, je vous présente le corpus des éditions Anénorac, qui est la seule maison d'édition spécialisée en littérature autochtone au Québec. Donc, vraiment un corpus incroyable à découvrir. Il est foisonnant et cette maison est en plein développement. Il y a vraiment une offre très, très intéressante chez Anénorac à découvrir. C'est une maison qui est située à Wendake, au Québec. En après-midi, ma collègue Charlotte Beaussier vous présentera les éditions Bouton d'or Acadie et elle conclura l'après-midi avec une présentation de la plateforme Les As de l'Info. Non, pardon, excusez-moi, Les As de l'Info, on l'a fait avant les fêtes. Aujourd'hui, on vous présente la plateforme La Puce à l'oreille. Alors, La Puce à l'oreille est une plateforme destinée aux livres audio et ainsi qu'aux balados pour les jeunes du primaire et du début du secondaire. Ne manquez pas les deux présentations cet après-midi. Elles vont être vraiment très intéressantes. Je vais tout de suite glisser dans la conversation deux documents, c'est-à-dire la bibliographie de la présentation de cet avant-midi, la bibliographie d'Anénorac. Charlotte vous enverra les bibliographies là, pour ces présentations cet après-midi. Et je glisse également le catalogue web des éditions Anénorac. En fait, les éditions Anénorac, j'ai travaillé avec eux l'été dernier à créer un catalogue qui s'adresse spécifiquement au milieu jeunesse. Donc, on a travaillé avec eux à élaborer, à déterminer quelles informations doivent se retrouver dans ce catalogue-là. D'ailleurs, il y a des commentaires de certaines personnes qui sont aujourd'hui avec nous, qui nous ont aidés à avoir les bonnes informations à mettre dans ce catalogue. Mais le catalogue s'adresse principalement au milieu primaire ou élémentaire. Donc, j'ai aussi fait une bibliographie complémentaire qui, elle, contient des ouvrages qui s'adressent aux plus vieux. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble des ouvrages pour les jeunes du primaire et du secondaire. On va mélanger un peu tout ça pour que vous ayez comme un aperçu de la maison d'édition. Comme je vous le disais plus tôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, levez la main, je vais vous donner la parole, ça va me faire grand plaisir ou des commentaires. Puis pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, vous allez pouvoir trouver les liens directs vers ces deux ressources-là, la bibliographie et le catalogue, dans le descriptif YouTube là, de la présentation. Donc, vous pourrez les télécharger. Si vous nous écoutez en direct et que vous avez perdu les documents, vous pourrez aussi aller les télécharger sous la vidéo YouTube que je vous enverrai dans les prochains jours. Dans un premier temps, je vais peut-être juste ouvrir le catalogue pour vous le montrer. Je pense que c'est intéressant d'aller le visionner ensemble parce qu'il y a des petites particularités intéressantes à découvrir. Je vais donc partager mon écran comme ceci. Puis là, ben, vous m'excuserez, je vais regarder l'écran d'à côté parce que c'est plus facile que d'avoir tout ça sur un tout petit écran. Alors ici, vous avez le catalogue Jeunesse 2023. C'était l'automne 2023. Donc, c'est un catalogue qui est vraiment récent.
Et vous allez voir, donc, on a décidé de diviser le catalogue selon, grosso modo, les collections ou les catégories de livres. Et c'est cliquable. Donc, vous pouvez vraiment aller voir, là, par exemple, quelles sont les nouveautés. Vous allez arriver directement aux nouveautés. On a veillé à vous donner comme information les codes barres, les ISBN, les mots-clés. Lorsqu'un lexique, ce sera également indiqué. Et vous pouvez cliquer sur le titre aussi. Attendez, celui-là. La majorité des titres, au moment de la création du catalogue, il y a des titres qui n'étaient pas encore créés. Mais si vous cliquez sur presque l'entièreté des titres, vous allez avoir la fiche directe sur lelibraire.ca. Donc, ça vous permet d'aller en savoir un peu plus sur ces ouvrages-là. C'est un outil qui va être intéressant pour vous parce que, bon, vous n'avez pas nécessairement la possibilité, dépendamment d'où vous êtes situé, vous n'avez pas nécessairement la possibilité de feuilleter les ouvrages. Alors, on vous a mis des informations sur les auteurs, les nations représentées, un extrait des pages intérieures. Fait que c'est vraiment, vraiment un document là, super complet pour découvrir les livres. En plus, il est beau et agréable à consulter. Et on a aussi veillé à vous, aux éditions Anénorac, à vous décrire les collections. Et ça, la description des collections, l'information sur les diverses collections, c'est une bonne façon aussi de bâtir vos connaissances autour des collections. Puis peut-être l'année prochaine d'être capable de retrouver ces collections-là, puis d'aller voir quelles sont les nouveautés de façon à parfaire vos connaissances là, autour des différents ouvrages. Vous m'excuserez, mon attention a été un peu détournée parce qu'on a des participants qui sont en train d'entrer dans la salle. Alors, comme ceci, bien, vous allez pouvoir aller voir les différents titres. Ce sont des titres que je vais vous présenter pour plusieurs d'entre eux aujourd'hui. Vous allez avoir de l'album. Ici, on tombe dans le roman. Vous allez avoir également de la bande dessinée. Vous allez découvrir des ouvrages trilingues, donc des recueils de textes trilingues représentatifs des différentes nations. Et donc, une panoplie là, d'ouvrages vraiment très, très pertinents. Et à la fin, vous avez aussi comme l'équivalent un peu d'un bon de commande, là, ou en fait un résumé de toute l'information qui vous est donnée comme ça, ainsi que les coordonnées des personnes à contacter aux éditions Anénorac. Donc, voilà pour le catalogue et la bibliographie que je vous ai envoyée. Là, rapidement aussi, je vais vous la montrer parce que nos bibliographies sont toujours faites sur le même modèle, mais c'est toujours bon de préciser que si vous allez la consulter, vous pouvez cliquer sur les titres. Donc, chacun des titres ici, vous allez pouvoir cliquer puis avoir accès également à la fiche sur lelibraire.ca. Puis vous avez les codes barres, les ISBN, donc aussi les informations disponibles à cet effet. Voilà. Alors, on va commencer avec la présentation des titres. Puis bon, pour se réchauffer aujourd'hui, j'aurais peut-être envie de commencer avec un album, hein, parce que c'est agréable de se faire raconter une histoire. Puis pour moi, c'est agréable de vous en raconter une. On va commencer avec une nouveauté qui s'appelle Char Pissenlit, que j'ai ici auprès de moi, écrite par S.J. Okemo. Je vous invite toujours, puis c'est vrai pour les livres de Chanel Norac, mais c'est souvent vrai, en fait, pour les ouvrages jeunesse. Je dirais, je ne vous donnerai pas de pourcentage. J'allais donner un pourcentage, ça aurait été aléatoire, j'aurais dit n'importe quoi. Mais donc, ça vaut la peine d'aller voir quand même, souvent à la fin des livres, vous avez des dossiers informatifs. Dans les livres des éditions Anénorac, vous avez souvent à la fin un mot du créateur ou de la créatrice qui vous explique un peu pourquoi il ou elle a bâti cet ouvrage-là, a créé cet ouvrage-là. Dans ce cas-ci, donc, l'autrice nous explique que ce livre est né au cours du programme Animating Our Stories du Centre des arts de Banff. Et alors qu'elle était à Banff, entourée de la beauté des montagnes, des pins, de la nature sauvage, ce qui l'attirait le plus, c'était les pissenlits. Puis on va apprendre en lisant, c'est drôle quand même, hein. Moi, personnellement, si j'étais à Banff, peut-être que la première chose que j'aurais remarqué qui m'aurait attiré le plus, c'était pas les pissenlits, mais c'est intéressant de voir ce qui attire l'œil. Et donc, elle va nous expliquer, entre autres, que c'est une espèce qui n'est pas une espèce native, les pissenlits, c'est-à-dire que c'est une espèce qui a été importée au 17e siècle par les premiers colons, mais qui contribue énormément à l'écosystème. Donc, ce qui l'a attiré dans cette plante-là, c'est le travail de l'écosystème et la résilience aussi de cette plante-là.
À la fin, vous avez aussi des informations sur une note sur la traduction des mots en cri. Ici, on a une traduction qui nous est offerte par Sylvie Nicolas. Sylvie Nicolas, qui est une créatrice, une autrice de la région de Québec, qui est vraiment elle-même, là, allez lire ce que Sylvie Nicolas a écrit, c'est une poète incontournable. Et c'est aussi, donc, je vous dirais, la traductrice que vous allez trouver le plus souvent aux éditions Anne-Norac. Elle a une grande sensibilité pour la traduction. Et dans ce cas-ci, c'est une traduction qui vient du Cri des plaines. Et on nous explique que certains mots ont été révisés par l'aînée Dorothy Visser. On a également des termes en cri et leur prononciation, puis des informations sur l'autrice et la collection. J'aurais dû le mentionner avant de commencer. Je vous ai dit rapidement qu'Anne-Norac, c'est la seule maison d'édition qui est consacrée à la littérature autochtone au Québec. Mais plus précisément, ce sont tous des ouvrages qui sont créés par des personnes autochtones. Les fondateurs également de la maison d'édition sont d'origine Wendat. Et vous avez donc des ouvrages qui ont passé là, le fil de la vérification de l'authenticité, etc. Alors, et vous allez avoir des ouvrages qui viennent des différentes nations du Québec, mais également des ouvrages en traduction qui viennent des différentes nations du Canada. Donc, c'est vraiment une maison pour aller trouver des ouvrages en français sur les nations autochtones. Je pense qu'on a souvent des participants à nos journées hein, qui viennent des différentes provinces canadiennes. Ou souvent, les ouvrages autochtones sont des ouvrages qui sont écrits à la base en anglais, puis trouver des versions françaises à ces ouvrages-là n'est pas nécessairement simple, en anglais ou dans une langue autochtone. Alors, aux éditions Anne-Norac, vous allez en trouver des ouvrages qui représentent, par exemple, ici on a le Cri des plaines, on a différentes nations qui vont être représentées. Alors, Char Pissenlit. Et vous avez un mélange dans les langues ici cet album. Ami Osawapicones, chère plante d'été, tu procures tant de joie aux autres. Tu te faufiles entre les fissures du béton pour créer des rivières de fleurs sur l'asphalte brûlant. À la saison des fraises, tu m'enseignes la bravoure et la résistance. Tressé en un cerceau délicat ajusté à ma tête, tes tiges entrelacées me donnent du courage. Enchevêtrés à mes cheveux, enlacés à eux, les voici en couronne de fleurs, le temps d'un jeu. Et ainsi de suite, sous forme poétique, vous allez avoir plusieurs usages des pissenlits qui vont être décrits. Ici, par exemple, on nous dit tu te fais gerbe de lumière parmi les abeilles bourdonnantes, une offrande de jaune de tous les tons. Et à chaque page, vous avez toujours ce petit personnage qui passe presque inaperçu, hein, mais l'abeille, le bourdon, en fait, qui se promène, qui est le butineur et qui va aller de fleur en fleur. Le trait de l'abeille va changer au fil du temps parce que le temps va changer. Donc, il fait de plus en plus froid. Ici, on a le trait qui est bleu. Cette fin de semaine, je donnais un atelier pour des éducatrices à la petite enfance en Saskatchewan. C'était virtuel. Et on parlait de l'animation du livre auprès des tout-petits. Donc, il y a beaucoup de livres qui existent. Vous savez, des livres pour tracer avec le doigt. Bien, c'est des ouvrages, des fois, comme ça, qui ne sont pas destinés à être des livres pour tracer avec le doigt. Mais imaginez le plaisir qu'un enfant va pouvoir avoir à reprendre le livre entre ses mains et à venir tracer le chemin. Petit fait amusant, quand ma fille était bébé, quand il y avait, et là, c'est là qu'on voit le développement de l'enfant, hein, le développement du raisonnement, quand il y avait des boucles comme ça, si ma fille traçait, elle arrivait ici, puis elle ne croisait jamais. Elle ne comprenait pas que c'était comme un fil qui se croise, alors elle venait, puis elle faisait la boucle comme ça, puis elle continuait. Donc, pour elle, ce n'était pas nécessairement évident qu'il y avait là, comme le fil qui se déroulait. Bien, ça, c'est une façon déjà d'observer. Hein. Dans le programme de la petite enfance, il y a beaucoup d'observations du comportement de l'enfant pour se baser sur ces observations-là en vue des apprentissages. Bien, c'est un exemple. Ici, on voit où l'enfant est rendu dans son raisonnement. Alors, vous allez avoir comme ça vraiment dans cet album-là un véritable hommage à cette plante, le pissenlit, qui est la plante que tout le monde sur sa pelouse, ben, pas tout le monde, mais plusieurs personnes sur leur pelouse essaient d'exterminer. Mais quand on la regarde avec un autre œil, on peut voir toute l'importance dans l'écosystème de cette plante. Il y a aussi tout le jeu hein, de nommer les animaux qu'on peut voir. Vous allez voir, il y a énormément d'animaux qui sont présents.
des animaux sauvages comme des animaux domestiques. Donc, vous allez avoir là, une panoplie d'animaux à nommer comme ça. Puis on peut les nommer de façon globale en disant, par exemple, un oiseau, ou on peut les nommer de façon plus précise quand on va lire le texte. Bien, ici, on nous dit que ce sont des nuées d'oies en migration. Bien, on va pouvoir nommer les oies, dire que ce sont des bernaches, par exemple, donc comme ça. Vous avez aussi l'aquène qui va être souvent représentée, donc cette petite partie du pissenlit qui transporte sa graine. Et ne serait-ce qu'avec l'aquène, il y a toute une activité scientifique qu'on peut aller faire aussi parce qu'en expliquant comment ça se fait que ce petit plumeau au bout de l'aquène transporte la graine, bien là, vous pouvez aller vers une activité sur les sciences de la nature, puis même une activité scientifique à partir de là. Donc, un magnifique album, je vous dirais à la jonction entre un album de fiction et un album documentaire sur le pissenlit. Tiens, je vais poursuivre dans le documentaire avec les livres que j'ai en exposition ici, dans la collection Petit Tonnerre. Toujours pour parler là, de l'importance de préserver la nature, hein. C'est un peu ce qui nous est transmis avec Cher Pissenlit. On essaye d'exterminer les pissenlits, mais ils sont importants à l'écosystème. Alors, toujours dans la préservation de l'écosystème, pour continuer dans cette thématique, vous allez avoir Nokomis et la marche pour l'eau, qui est un album de Joanne Robertson. C'est dans la collection Petit Tonnerre. Et là, je commence par la fin, comme d'habitude. Alors, on va venir voir ici à la fin. Parce que, imaginez-vous donc que cet album nous parle d'une femme qui a véritablement, qui existe, donc qui a un parcours incroyable à découvrir. C'est Joséphine Mandamine, une grand-mère Ojibwe, qui a passé sa vie à marcher pour sensibiliser les gens à la nécessité de protéger Nibi. Et Nibi, on va apprendre au fil du texte que c'est le terme qui est utilisé pour parler de l'eau. On va nous expliquer ici la vie de Joséphine Mandamine à la fin de l'ouvrage et on va nous dire, juste pour vous donner une idée, là, en 2015 seulement, cette femme, ses espadrilles, donc on peut lui dire que cette femme qui était sans doute dans ses espadrilles, ont effectué plus de 4 500 000 pas. Imaginez 4 500 000 pas en une seule année pour protéger l'eau. Mais comment a-t-elle commencé à vouloir protéger l'eau? Alors, Nokomis et la marche pour l'eau, c'est aussi une traduction de Sylvie Nicolas. Avec les enfants, ici, on pourrait faire une anticipation parce que vous allez voir, hein, on nomme Nibi sans nous expliquer qui est Nibi. Alors, on peut commencer à lire le texte sans. Moi, je vous fais une présentation pour les adultes, là. Mais si vous faites la présentation aux enfants, vous pouvez commencer à lire le texte sans nécessairement expliquer ce qu'est Nibi. Nokomis adorait Nibi et Nibi adorait Nokomis. Sous la pluie ou le soleil? Servie chaude ou froide? Par temps calme ou déchaîné? Là, vous avez le temps calme ici, puis le temps déchaîné. Chaque matin, comme le faisaient les femmes de sa famille avant elle, Nokomis sautait du lit avant toute chose, sautait du lit et avant toute chose, elle chantait. Je ne vous chanterai pas là, parce que ça me gênerait un peu. Gitchi miigwech nibi pour la vie que tu donnes à tout ce qui vit sur terre. Je t'aime, je te respecte. Puis un jour, un sage Ojima lui dit, avant la fin de ma vie, le jour viendra où un gramme d'eau vaudra plus qu'un gramme d'or. Que comptes-tu faire à ce propos? Moi, je m'arrêterai ici. Là, on peut avoir une belle discussion avec les élèves, hein. Que comptes-tu faire à ce propos? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger l'eau? On va nous expliquer différentes sources qui viennent polluer l'eau. Donc, vous voyez par l'illustration ici, là, toutes les sources, on pourrait les nommer ensemble. Et donc, Nokomis, la grand-mère, va commencer à réfléchir. Elle va inviter sa sœur, ses amis à discuter autour d'une tasse de thé. Et elle va décider, avec les marcheuses pour l'eau de la Terre-Mère, le groupe qu'elle a créé, de trouver des espadrilles et donc de tenir un seau d'eau de cuivre rempli de nibi d'une main et un bâton migizi de l'autre. Et ainsi, elles vont commencer à marcher. Elles vont donc parcourir faire une grande marche autour des Grands Lacs
pour aller militer pour la préservation de cette ressource naturelle. Elle va éventuellement consacrer sa vie en donnant des conférences et en expliquant l'importance de protéger, de NIBI, protéger l'eau. Donc, vous allez avoir au fil des pages le parcours de cette femme qui a consacré sa vie au militantisme pour protéger l'eau. C'est intéressant aussi comme thématique à aborder le militantisme avec les enfants. Donc, une façon aussi d'aller discuter avec eux des actions qu'on peut poser. Parfois, on a l'impression, encore plus peut-être quand on est un enfant, on a l'impression qu'on est tout petit, on n'a pas nécessairement la possibilité de changer les choses. Alors qu'en posant des actions puis en regroupant des gens autour de soi, bien, effectivement, on peut réussir à changer bien des choses dans notre société. Alors ici, ben, on est encore dans un ouvrage qui est très près du documentaire. Toujours, tiens, je vais continuer au niveau du documentaire, puis je vais vous présenter, tiens, on va y aller avec une collection de bandes dessinées documentaires. Donc, je sais qu'il y en a parmi nous qui travaillent avec des élèves qui sont un peu plus vieux. Alors, je vais vous présenter ici une série qui pourra les intéresser. C'est une série de bandes dessinées documentaires qui permettent de découvrir des personnages marquants qui ont eu une grande importance dans différentes communautés, différentes nations autochtones partout au Canada. Cette collection-là s'appelle la collection Nation Big Spirit. C'est la collection Nation Big Spirit d'hier à aujourd'hui. Et vous allez avoir plusieurs ouvrages. Ici, j'ai Le Rebelle, Gabriel Dumont, qui va se dérouler dans la nation métisse au Manitoba. On a ici le chef Mistahimaskwa qui va se dérouler dans la nation Cri de la Saskatchewan. On a la nation Ojibwe au Manitoba qui est représentée par l'éclaireur Tommy Prince. Vous allez avoir ici la nation Saulteux, encore une fois au Manitoba, le protecteur d'os John Ramsey. La nation Kanyankehaka d'Ontario, celle-ci, avec la poète Pauline Johnson. Vous allez avoir la nation Béotuc en Terre-Neuve. La nation Béotuc est une nation éteinte aujourd'hui. L'héritage de Nancy April Shaunaditit, qui était la dernière représentante de la nation Béotuc, qui a été capable de transmettre le savoir avant que la nation s'éteigne. Alors, vraiment, un personnage qui a préservé la mémoire de cette nation, une nation qui a été vraiment, on pourrait dire, exterminée, là. Et la nation Chipewyan de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, qui est représentée par l'ambassadrice de la paix, Tana Deltour. Alors, cette collection-là se présente vraiment comme une série de bandes dessinées qui nous permettent de découvrir les différents personnages qui sont représentés. Si vous connaissez un peu l'émission jeunesse, le bus magique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le bus magique, c'est des jeunes qui se retrouvaient dans un autobus. Puis là, il y avait comme toujours un genre de soubresaut, là, puis là, fou, ils étaient propulsés dans un autre monde et ils vivaient une aventure. Alors, la nation Big Spirit, c'est un peu le principe. C'est qu'au début de chaque bande dessinée, vous avez un adolescent ici qui est en train de vivre quelque chose à l'école, avec ses amis, dans sa communauté, et il va arriver un événement. Donc, par exemple, ici, un collier de perles qui se brise, puis alors que la jeune fille est en train de ramasser les perles qui sont au sol, il va avoir une espèce de magie qui va se passer et elle va se retrouver projetée dans un souvenir, finalement, dans la mémoire de cette nation-là. Et elle va rencontrer le personnage en question qui fait l'objet de l'ouvrage. Chaque ouvrage est mené par un adolescent différent. Donc, c'est pas toujours le même adolescent qui va avoir cette espèce de moment-là où il va partir dans un souvenir, dans le passé, dans l'histoire, pour découvrir les personnages qui sont représentés. Ce qui est intéressant aussi de cette série-là, qui est écrite par David Alexander Robertson, qui est aussi un écrivain qui a écrit beaucoup là, en littérature jeunesse pour les adolescents. Puis c'est pas la seule série où David Alexander Robertson a décidé de faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, dans le fond, une nation qui n'existe pas, qui est mise en évidence. Ici, c'est la nation Big Spirit. Puis, quand on se met à chercher, on se rend compte que cette nation-là, mais c'est pas une nation définie là, qui existe réellement. On n'a pas de lieu non plus où ces histoires-là se passent. C'est vraiment une nation que l'auteur a créée
comme étant la grande nation autochtone canadienne, disons, qui nous permet après d'aller découvrir des personnages des différentes nations. Alors, il a créé comme cette grande communauté-là qui est la nation Big Spirit. Et donc, si vous cherchez, vous ne trouverez pas l'histoire de la nation Big Spirit, là, c'est une nation de fiction. Et chacun des ouvrages est illustré par une personne différente aussi, donc ça permet de découvrir l'œuvre d'illustration de différents créateurs. Euh, Par exemple, aussi, je voulais vous mentionner, parce que je vous ai parlé du rebelle Gabriel Dumont, Manitoba. C'est aussi un ouvrage dans lequel vous allez rencontrer le personnage incontournable de Louis Riel. Donc, on n'a pas un tome sur Louis Riel, mais Louis Riel est très présent dans l'histoire du rebelle Gabriel Dumont. Alors, vous allez découvrir des personnages qui ont réussi soit à sauver la mémoire de leur nation, qui se sont impliqués dans la guerre, qui ont œuvré comme poètes, donc des personnages qui ont marqué leur nation, mais vraiment de façon variée. Dans une mise en page qui est très amusante, très dynamique aussi, qui appartient là, vraiment au code de la bande dessinée. Ce que je trouve bien intéressant des séries comme celle-ci, c'est que ce sont des séries, il s'agit d'une série en fait qui permet de vraiment pour la personne non autochtone, donc la personne qui décide de lire la littérature autochtone, c'est des séries qui nous permettent d'avoir des points de référence. Parce que dans la littérature autochtone, on arrive dans une littérature pour laquelle, si on n'est pas initié, on ne connaît pas nécessairement toutes les références. Alors, il est difficile parfois de saisir chacune des allusions. En allant comme ça lire une série où on va découvrir des personnages qui sont importants, ben, on va éventuellement comprendre les allusions dans les autres œuvres. Donc, ça nous donne vraiment une base à partir de laquelle construire nos connaissances et évidemment construire notre appréciation de cette littérature-là. Parce que quand on lit un texte pour lequel on n'a pas toutes les bases, imaginez vous commencez à lire un texte sur la politique américaine, mais vous n'avez pas les bases en politique américaine, ben c'est difficile de comprendre et d'apprécier l'ensemble de l'œuvre. Alors, en ayant comme ça des œuvres qui vont vous donner des bases solides, vous allez avoir vraiment de meilleures connaissances pour apprécier les œuvres que vous allez découvrir. Un autre ouvrage que je vous recommanderais, par exemple, juste pour vous donner un exemple sur ce que je viens de dire, ici, je vous montrais l'ambassadrice de la paix, Tana Deltour, qui nous raconte l'histoire de cette femme de la nation Chipewyan, donc qui a vraiment travaillé pour établir la paix entre les différents peuples. Donc, elle est vraiment une figure qui représente le maintien de la paix et la représentation de la paix entre les peuples. Bien, quand on arrive. Oh, est-ce que je l'ai pris sous la main? Est-ce que je l'ai pris avec moi? Dans ma bibliographie, vous allez voir, il y a une œuvre théâtrale, donc, qui s'appelle Mouliat. C'est une pièce de théâtre qui est une pièce collective, là, qui raconte l'histoire d'un jeune homme Innu qui vient de Mastoyache, qui décide d'aller s'installer à Montréal, donc de quitter sa famille, quitter sa région pour aller s'installer dans la ville. Il va se retrouver en colocation avec un jeune homme ce sont des jeunes adultes, là, avec un jeune homme qu'il ne connaît pas. Et on va vivre, je vous dirais, les chocs culturels de ces deux personnages-là. Alors, on a un jeune qui arrive à la ville pour la première fois. Donc, il se retrouve un peu comme étant euh, en manque de repères, bien sûr, parce que le rythme n'est pas pareil, la réalité, la façon de se faire regarder aussi est différente. Et on a l'autre jeune qui est dans l'appartement, qui va être son coloc, qui lui est la première fois qu'il parle avec une personne autochtone. Alors, il ne sait pas trop comment faire, il est malhabile, il y a des préjugés, il y a toutes sortes d'idées. Puis, tout est bienveillant, mais c'est vraiment la rencontre de deux univers qui peut parfois se faire avec, on a l'impression que ça va manquer de bienveillance, mais les deux jeunes hommes essaient de se connaître et de s'apprivoiser. Puis bon, à un moment donné, il y a le frère qui arrive, puis il va lui dire, Coudon, toi, tu te prends-tu pour Tana Deltour, tu essaies de faire en sorte que tout le monde s'entende bien? Ben, cette référence-là, si on n'a pas découvert le personnage en question, on ne peut pas comprendre la blague qui a en lien avec ça. Donc, c'est vraiment des œuvres qui nous permettent de bâtir là, des connaissances solides pour pouvoir éventuellement apprécier les œuvres de plus en plus. Une autre œuvre qui va dans ce sens-là et que je vous recommanderais assurément,
C'est l'œuvre de l'auteur Wendat, Louis-Carl Picard-Sioui, qui s'appelle La femme venue du ciel. Alors, la femme venue du ciel raconte le mythe Wendat de la création. Plus exactement, la femme venue du ciel raconte une version du mythe Wendat de la création telle que a souhaité la raconter Louis-Carl Picard-Sioui. Donc, c'est la version que lui voulait partager, que lui, il connaissait. On nous explique très bien que ce mythe de création-là, il y en a plusieurs versions. Et je vous dirais que c'est le mythe Wendat qui est raconté ici, mais c'est un mythe de création qui se retrouve dans plusieurs nations. Et vraiment, là, moi, la lecture de cette œuvre-là m'a fait comprendre plein d'autres références dans les autres textes. Par exemple, quand on parle de la grande tortue. La grande tortue, qui est le nom qu'on utilise pour nommer l'Amérique. Donc, le nom qui est donné pour le continent, c'est la grande tortue, mais il faut savoir que c'est le nom qui est utilisé pour nommer le continent. Alors, tout ça va nous être expliqué. Je vais vous lire peut-être un extrait justement de l'avant-propos ici. Alors, on nous dit, le mythe Wendat de la création est au cœur même de la philosophie Wendat. L'histoire d'Atahentic et de sa descendance est certainement l'un de nos récits les plus importants. Ce récit nous aide à comprendre notre place dans la création. D'ailleurs, c'est de là que notre peuple tire son nom d'habitants de l'île. Bien sûr, il existe autant de versions de ce mythe qu'il existe de conteurs. En endossant la présente publication, la Maison Longue Akiawenrak ne cherche pas à sacraliser une version au détriment d'une autre, ni à inscrire celle-ci comme unique vérité. L'objectif visé est plutôt de fournir une version complète et valable du mythe, de façon à ce que les jeunes et moins jeunes de notre nation puissent avoir accès à ce grand récit fondateur, pour que notre histoire puisse une fois de plus être contée et racontée aux nouvelles générations, pour que ces vérités puissent ranimer le feu dans leur esprit et dans leur cœur. Voilà pourquoi le conseil traditionnel de Wendake accepta l'invitation des éditions Anénorak de participer à l'élaboration et à la validation de cette publication. En tant que gardien des valeurs et de la spiritualité de notre peuple, il en était de notre devoir. Et ça, d'ailleurs, dans différentes œuvres, vous verrez qu'il y a des notes comme ça qui sont données pour dire, ben ceci est une version qui a été validée par tel groupe, mais donc ça ne veut pas dire que c'est la seule version. C'est la même chose avec la langue parfois, parce que pour la même langue autochtone, il peut y avoir différents dialectes et différentes façons de l'écrire. Donc aussi, vous allez avoir des notes comme ça qui vont vous indiquer qu'on a choisi telle façon d'écrire. Justement, après, vous avez une note sur la prononciation et la graphie de certaines entités. Alors, ils ne sont pas toujours nommés de la même façon. On nous explique bien que les personnages ici ne sont pas toujours nommés exactement de la même façon, écrits de la même façon dans l'œuvre. Qu'est-ce que ça raconte? Le mythe Wendat de la création, la femme venue du ciel, bien, vous allez avoir un roman comme ça qui va vous le raconter, un roman avec des illustrations intérieures tout en couleurs, de magnifiques illustrations. Et vous allez être amené à découvrir le mythe. Alors, on nous raconte que, il y a fort longtemps, alors le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était qu'un vaste océan. Il était peu habité, sauf par quelques animaux aquatiques. À cette époque, les ancêtres des Wendat vivaient plutôt au-dessus, dans un autre monde, le monde ciel. Et dans ce monde ciel, vous allez découvrir le personnage de Yataingtish, vous excuserez ma prononciation, Yataingtik, qui est la fille du chef qui un jour est tombée gravement malade. Alors, les hommes de médecine ont voulu la guérir, qu'ils n'arrivaient pas à déterminer quelle était sa maladie. Et donc, elle va se retrouver au pied d'un arbre et au pied du pommier. Donc, c'est l'homme médecine qui va lui dire d'aller au pied du pommier. Puis, on va lui dire qu'une fois, elle va pouvoir creuser au pied du pommier pour trouver la médecine qui pourrait la guérir. Sauf qu'elle va creuser, creuser, creuser et elle va tomber sous la terre-ciel, la mer-ciel. Elle va tomber sous la mer-ciel, puis se retrouver dans l'eau de la terre-mer. Et sur la terre-mère, la grande tortue va la prendre sur son dos, va la sauver des eaux. Et avec elle, elle était tombée, puis dans sa main, elle avait une graine. On va envoyer différentes espèces animales essayer d'aller capturer, d'aller récolter au fond de l'océan un peu de terre pour faire pousser cette graine. Et plusieurs espèces animales vont s'essayer.
toutes les espèces les plus fortes vont essayer d'aller prendre la terre au fond de la mer. Personne n'y arrive, jusqu'à temps qu'une toute petite espèce, une toute petite grenouille propose d'aller chercher une vieille mamie grenouille propose d'aller chercher la terre au fond de l'océan et réussissent à en ramener un peu. D'ailleurs, si vous connaissez, il y a un conte africain qui s'appelle, si mon souvenir est bon, le nom de l'arbre, où on a une histoire qui ressemble à ça, avec des animaux qui vont essayer de trouver une information comme ça les uns après les autres, et c'est l'espèce la moins, celle dont on s'attend le moins une réussite qui va réussir à trouver l'information en tant que telle. Donc, il y aurait un beau rapport à faire. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Planète Rebelle, Le nom de l'arbre. Il y aurait un beau lien à faire entre les deux. Et donc, ils vont réussir à aller chercher un peu de terre au fond de la mer et à faire pousser cet arbre. Et c'est ainsi sur la carapace de la tortue que naîtra le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ben, ou presque, parce qu'il restait du travail à faire quand même. On est quand même dans un mythe de création. Et donc, la femme venue du ciel aura 2 enfants, éventuellement, qui représenteront 2 forces opposées, c'est-à-dire le bien et le mal. Ces 2 enfants-là vont créer les différents éléments qui se trouvent sur la mer, sur la Terre. Mais l'un crée des éléments pour faire en sorte que les humains qui vont s'y trouver puissent vivre, alors que l'autre trouve que ben, les solutions de son frère sont bien trop faciles. Alors lui, il va complexifier les choses. Alors, celui qui va créer, par exemple, les baies, ben, il crée des beaux gros bleuets là, qu'on a juste à récolter comme ça pour se nourrir. Son frère va dire, c'est bien trop facile, les bleuets, ça va être des petites baies cachées là, dans le fond, là, bien bas, il va falloir se pencher pour les récolter. Et donc, ainsi de suite, l'un va créer et l'autre va modifier pour que ce soit plus difficile que la vie soit plus compliquée. Et il y aura une guerre entre les 2 frères et éventuellement, c'est le frère qui est le bon frère qui va gagner la guerre, mais l'héritage de son frère va rester sur la terre pour donner la terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là, je vous ai résumé ça vraiment très brièvement. Bien sûr, je vous invite à lire l'œuvre pour avoir toutes les nuances et toutes les informations. Mais vraiment, une fois qu'on a lu ça, on comprend là, toutes les bases du mythe de création qui nous permet éventuellement d'apprécier d'autres œuvres. Le même auteur nous propose un autre roman qui s'appelle Yawandara et la forêt des têtes coupées, dans lequel, justement, qui est un roman dans lequel vous allez avoir des échos du mythe de création. D'ailleurs, tu sais, je vous dis des fois, là, ça vaut la peine d'aller lire la fin avant de lire le début. Quand on lit la section pour en savoir plus, on nous donne, bon, il y a un lexique, puis à la fin, on nous dit ici, j'ai pas souligné le lieu exact. On nous dit donc, en parlant d'un personnage, selon le mythe Wendat de la création, Yatakenstik, c'est celle que je vous ai nommée tout à l'heure, fut la première femme à habiter notre monde. Elle tomba du monde ciel et fut recueillie par les oiseaux. Ça dépend des versions, mais dans la version que je vous ai racontée, il y avait aussi des oiseaux. Le Conseil des animaux intervint pour trouver une solution à son existence ici-bas. Grande Tortue offrit sa carapace pour qu'il soit construit le monde Terre et qu'elle puisse, avec ses descendants, y vivre. Selon différentes versions du mythe, elle est parfois la mère, parfois la grand-mère du créateur et de Tawish Karon. Elle est également associée au pays des morts. Pour plus d'informations sur l'univers mythologique Wendat, consultez La femme venue du ciel du même auteur. Alors, ne serait-ce qu'en lisant la partie finale de l'œuvre, on a des informations, puis on nous réfère à une autre œuvre pour pouvoir comprendre chacun des personnages qui sont nommés. Alors, je vous recommande vraiment de commencer avec La femme venue du ciel. Ça vous donnera des clés pour comprendre la présence de certains personnages dans Yawandara et la forêt des têtes coupées. Dans cet ouvrage-là, on sait que depuis plus de 10 ans, un personnage qui s'appelle Fils d'Aresque règne en maître sur la forêt des têtes coupées. Donc, pour que les gens puissent continuer à vivre dans le village qui borde la forêt, ils doivent, d'une certaine façon, payer une dot à Fils d'Aresque et lui donner à chaque année un dû. Donc, ça peut être des récoltes, ça peut être des montants, etc., là, pour acheter leur place, finalement, pour avoir la paix. C'est la grand-mère de Yawandara qui est responsable d'aller porter année après année cette espèce de dot-là à ce monsieur. Mais cette grand-mère tombe très malade. Elle ne peut plus y aller. La survie de la communauté
menacée. Alors, Yawandara va se donner le mandat d'aller remplacer sa grand-mère pour aller porter ce dû. Elle va donc entrer dans la forêt des têtes coupées et vivre une série d'événements, d'embûches finalement, au cours desquels elle va rencontrer différentes espèces animales qui vont chacune à leur manière l'aider à aller porter ce qu'elle doit porter à Fils d'Aresque. Puis, au fur et à mesure que l'action va se dérouler, on va comprendre qu'il existe des liens entre Yawandara et Fils d'Aresque. Puis, à la fin de l'ouvrage, en fait, on va comprendre que cet homme, c'est le père de Yawandara qui a, d'une certaine façon, qui est parti vivre dans la forêt parce il a été expulsé de la communauté pour avoir commis des actes qui étaient inadéquats. On va comprendre aussi qu'il y a un lien avec le fils de la femme venue du ciel, qui était le fils, qui était le mauvais fils. Alors, c'est vraiment un ouvrage qui est une histoire d'aventure. C'est une jeune fille qui doit surmonter des épreuves dans la forêt, qui va être aidée des différentes espèces. C'est aussi une histoire de passage, hein? Donc, une jeune fille qui, en réalisant une aventure comme ça, va devenir initiatique, si on veut dire une histoire initiatique, donc une jeune fille qui va changer au fil de son aventure. Donc, vous retrouvez le même auteur qui s'appelle Louis-Carl Picard-Sioui avec La femme venue du ciel et Yawandara et la forêt des têtes coupées. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, là, je vous en prie, à prendre la parole, à poser des questions. Moi, je peux continuer comme ça à vous présenter des œuvres sans problème pour les prochaines minutes, mais je suis là si vous avez des questions ou des commentaires puis que vous voulez prendre la parole. Je vais revenir dans le monde des albums, si vous le permettez. Parce qu'on a parlé beaucoup de la culture, j'aimerais qu'on parle aussi de l'identité, hein. Donc, l'identité qui est un des sujets de notre journée de présentation aujourd'hui. Et il y a un album dans la collection Petit Tonnerre que je trouve vraiment intéressant au niveau de l'identité. L'identité autochtone, mais aussi l'identité d'un enfant qui doit, à un moment donné, se faire trouver ses sources de référence, trouver ses marqueurs de référence. Cet album s'appelle Wogwi de la tête aux pieds. C'est un album de Rebecca Thomas, illustré par Maya McKibben. C'est un album qui se situe dans la communauté Mi'kmaq de l'île. En fait, l'autrice vient de la communauté Mi'kmaq de l'île du Prince-Édouard et la communauté Innu de Nouvelle-Écosse. C'est traduit par Sylvie Nicolas. Je pense que je vais vous le lire, celui-là. Je vais vous faire une petite lecture avec Wogwi. Wogwi a plein de papillons dans le ventre. Les illustrations sont magnifiques aussi. D'habitude, quand son papa vient la voir, il l'emmène manger une crème glacée ou jouer au parc. La plupart du temps, sa grande sœur se joint à eux, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, son papa l'amène en voiture dans un endroit lointain où elle n'est jamais allée. Sa maman lui dit qu'elle est assez grande maintenant. As-tu hâte? Lui demande son papa. Aujourd'hui, tu vas rencontrer tes tantes, tes oncles et aussi tes cousins. C'est aujourd'hui que tu vas apprendre ce que c'est qu'être Mi'kmaq. Son papa dit qu'il est fier d'être Mi'kmaq. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coin de l'œil, Wogwi aperçoit un paquet rouge sur la banquette arrière. C'est quoi un Mi'kmaq? Demande-t-elle. Ben, c'est ce que tu es, de la tête aux pieds, reprend son papa. C'est en toi. C'est ta façon de marcher, de penser, de parler, dit son papa en lui faisant un clin d'œil. Wogwi sait déjà marcher et parler. Comment peut-elle penser, Mi'kmaq? Les papillons dans son ventre grossissent. Peu de temps après, son papa gare la voiture dans l'allée d'une maison. On est arrivé. Wogwi s'efforce de ravaler sa salive pour empêcher les papillons de sortir de son corps. Je veux pas y aller, papa, j'ai peur. Ça va aller, Wogwi, t'es Mi'kmaq toi aussi. Ces gens font partie de ta famille. Ils font partie de toi. J'ai peur qu'ils ne m'aiment pas. Mais où vas-tu chercher ça, ma grande? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Elle n'a pas le temps de répliquer que déjà, son papa la pousse à l'intérieur de la maison. Wogwi jette un regard circulaire dans la pièce. Elle remarque un paquet rouge semblable à celui qu'a son papa dans la voiture.
Elle se demande ce qu'il y a là. Une femme qui ressemble à son papa s'approche d'elle. Laisse-moi te regarder, ma nièce. Tes petites taches de rousseur sont adorables. Tous les regards se tournent vers elle. Wogui se sent rougir. Son cœur s'accélère. Les papillons veulent sortir de son corps. On s'apprêtait à faire une purification, dit un homme qui vient de tirer du paquet rouge une tresse de foin d'odeur. Voici ton oncle, Wogui, dit son papa en souriant. Allez, ne les fais pas attendre. Dans le ventre de Wogui, les papillons se transforment en oiseaux. Mais je sais pas comment, murmure Wogui. Oh, mon Dieu, j'ai pas murmuré. Mais je sais pas comment, murmure Wogui. Bien sûr que tu le sais, t'as ça en toi, dit son papa en posant une main sur son épaule. Les joues soudain mouillées, Wogui laisse échapper un sanglot. Mais si c'est en moi, pourquoi je ne le trouve pas? Wogui cache ses taches de rousseur couvertes de larmes et sort de la maison en courant. Elle repère un espace sous le balcon et s'y réfugie. Les cousins sortent. C'est pas comment se purifier, c'est dur à croire, dit un cousin. Il me semble que tout le monde sait ça, dit une cousine. On fait la course jusqu'à l'épicerie, OK? Wogui entend ce qui se dit. Les voix de sa nouvelle famille lui parviennent par la fenêtre ouverte. Pauvre petite. Dès qu'elle se sentira prête, elle va rentrer. Je ne rentrerai pas, murmure Wogui. J'ai déjà une sœur, je n'ai besoin d'aucune autre famille. Pourquoi son papa ne l'a-t-il pas amenée au parc? Wogui gratouille le pansement sur son genou. Elle observe les cailloux au sol. Du regard, elle trace le contour des brins d'herbe. Wogui s'attarde au bruissement du vent dans les arbres. Ce sont les mêmes que ceux du parc où elle va avec son papa. Elle se rend compte qu'une odeur familière s'échappe de la maison. C'est le pain que son papa fait cuire dans une poêle. Parfois, il y ajoute des raisins secs. Il sert toujours ce pain avec du beurre et de la mélasse. Oh, Wogui adore ce pain. Imaginez-vous, hein? Commencer à être attiré, c'est l'estomac qui va la faire rentrer. Wogui entend le son d'une voiture qui vient de se garer dans l'allée, puis la voix d'un garçon. Non, je veux pas aller à l'intérieur, je les connais pas. Allons, c'est enfin le moment de rencontrer tes cousins. Le garçon a des taches de rousseur, tout comme Wogui. Et tout comme elle, il a l'air d'avoir plein de papillons dans le ventre. T'es qui, toi? Wogui, dit-elle en se redressant. Toi, t'es qui? Sully, répond le garçon. Sully la scrute de la tête aux pieds. Wogui se sent rougir. Ses joues sont toutes chaudes une fois de plus. Qui est ce garçon? Ça sent quoi? Demande-t-il en plissant le nez. C'est le meilleur pain du monde. Mon papa le sert avec de la mélasse et du beurre. C'est tellement bon. Ouais, mais si c'est si bon, pourquoi t'es pas à l'intérieur en train d'en manger? Wogui entend dans la maison son papa qui éclate de rire. Elle laisse échapper un long soupir. Ah, quelques papillons s'envolent. Ça te dirait d'y goûter? Elle monte les marches, puis regardez, elle lui tend la main. Ouais, devinez qui est de retour! L'oncle de Wogui sourit. Je vois que tu as rencontré ton cousin. Sa tante les serre tous les deux dans ses bras. Tu te sens prête? Lui demande son papa. Le papa de Wogui prend la tresse de foin d'odeur et lui montre ce qu'il faut faire. Elle se penche légèrement et ramène la fumée au-dessus de sa tête, sur ses yeux, sa bouche et son cœur. Elle reconnaît cette odeur. Ses papillons s'envolent pour de bon. Je t'avais dit qu'elle finirait par se débrouiller, chuchote un petit cousin. Wogui s'approche de Sully. Il la regarde, hésitant. Ça va, dit-elle. Tu as ça en toi. C'est juste que parfois, c'est un peu difficile à trouver. Puis, elle va rentrer à la maison avec le beau paquet de pain, le beau plat de pain. Alors, vous voyez, hein, c'est un très bel ouvrage, je trouve, sur justement l'anxiété que peuvent vivre les enfants qui sentent qu'ils doivent comprendre ou comprendre quelque chose qui leur est pas expliqué, qu'ils ont ça en eux, mais c'est quoi exactement? On parle de l'identité Mi'kmaq ici, mais je pense qu'on peut transférer cette histoire-là à toutes sortes d'identités. Et on a, encore une fois, une note de l'autrice qui nous dit: J'ai grandi hors de la communauté. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. J'ai vécu avec ma mère et mon père, lui, a vécu dans différentes villes et différents pays. Petite, je ne le voyais pas souvent et je n'ai pas eu la chance de connaître sa famille jusqu'à ce que je sois assez grande pour m'éloigner de la maison. La première fois que j'ai vu les membres de la famille de mon père, j'étais très nerveuse parce qu'ils m'étaient étrangers et que j'avais peur qu'ils ne m'ouvrent pas les bras.
Et donc, vous voyez, hein, elle explique qu'elle a écrit cette histoire-là vraiment pour que les jeunes qui vivent une situation semblable aient l'espoir, aient des modèles, aient une histoire qui raconte un peu la leur. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi cet album-là, c'est son titre, Wogui de la tête aux pieds. On n'a pas écrit Mi'kmaq de la tête aux pieds. On a écrit Wogui parce que ce qu'on a découvert de cette histoire-là, c'est une part de son identité qui est très importante, bien sûr, mais cet enfant a une identité qui est multiple. Alors, c'est vraiment elle-même qu'elle a trouvé dans cette aventure. Alors, vraiment un très, très bel album de Rebecca Thomas et illustré par Maya McKibben dans la collection Petit Tonnerre. Je vais peut-être poursuivre avec, tiens, si je m'en allais vers une collection d'ouvrages trilingues, parce que je voudrais aussi prendre le temps éventuellement de vous parler de quelques ouvrages qui sont pour les plus vieux. Donc, je vais avoir une collection d'ouvrages trilingues. Cette collection-là, bien qu'il y ait des titres pour les plus vieux, vous allez la retrouver dans le catalogue que je vous ai présenté au début de la présentation. Vous avez, pour les plus jeunes, le recueil Les Contes de la Tortue. Vous avez peut-être vu passer ce recueil-là au fil des derniers mois. C'est un recueil qui a eu une belle réception. Donc, c'est illustré par Meki Ottawa et vous avez un collectif d'auteurs. Les collections que je vais vous présenter, les 3 premiers ouvrages de la collection trilingue, c'est des textes qui sont écrits par plusieurs créateurs. Vous avez en fait 11 créateurs qui partagent un texte et ces 11 créateurs viennent chacun d'une nation différente, l'une des 11 nations autochtones du Québec. Dans le recueil des contes de la tortue, ben, ce sont des contes qui plairont aux enfants. Vraiment l'idée là, de lire un conte avant de se coucher, là. Donc des contes pour les enfants qui peuvent être lus là, pour le plaisir. Évidemment, beaucoup de transmission aussi. Puis vous allez avoir des textes qui sont plus axés justement sur l'histoire et la transmission, puis des textes qui sont modernes, qui se passent dans le quotidien d'aujourd'hui. Vous avez toujours une page de présentation où on vous nomme la nation. Ici, c'est la nation Anishinaabe. Vous allez avoir le texte en français, en anglais et dans la langue de cette nation, la langue Anishinaabe, puis l'auteur, Jay Ojik. Le texte, il est séparé. Et dans la même page, vous allez avoir le même passage dans les 3 langues. Donc ici, par exemple, vous avez le début en français, vous l'avez en anglais, puis ensuite, vous l'avez dans la langue Anishinaabe. Et ainsi de suite, comme ça, vous allez pouvoir découvrir les différents contes. Les contes font environ une dizaine de pages, mais comme vous voyez, c'est des tiers de pages, il y a de grandes illustrations. Donc, ça fait vraiment un recueil de textes qu'on pourrait décider de lire un conte à la fois en classe, par exemple. Donc, un conte par semaine ou un conte par jour qu'on pourrait éventuellement là, relire, redécouvrir, approfondir pour connaître les différentes facettes du texte. Vous avez donc comme ça les différentes nations. Quand on arrive ici, par exemple, dans la section Atikamekw, vous avez toujours le titre en 3 parties, l'autrice Émilie Labbé, puis vous embarquez dans son conte à elle. Ce sont des œuvres magnifiques. Les illustrations sont spectaculaires. Vraiment, là, c'est vraiment un très beau livre. Je vais vous montrer peut-être, chacun des contes a une couleur aussi qui lui est attitrée. Donc, par exemple, ici, vous avez un conte qui va être davantage dans les tons de vert, vous en avez un dans les tons de brun. En regardant la tranche, déjà, vous pouvez voir là, les différentes, peut-être, je ne sais pas à l'écran si vous voyez, mais les différentes couleurs qu'on va retrouver. Donc, c'est vraiment un recueil pour lire des histoires à vos enfants ou aux enfants dans votre classe. Vous allez avoir des textes de Jay Ojik, Émilie Labbé, Virginia Passé-Mapeo Bordelot, Mélissa Mollin-Dupuis, Lissy Etok, Barbara Caneratoni Diabo, Quentin Kondo, Marjolaine McKenzie, Jennifer Obamsawin, Louis-Carl Picard-Sioui et Edith Bélanger. Donc, 11 créateurs qui racontent des histoires aux petits par ce biais-là. Dans la même collection des textes trilingues,
Vous avez un recueil qui s'appelle Autour du feu. D'ailleurs, pour les 2 prochains livres, Autour du feu et les voix du présent, j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'un an, de réaliser des fiches pédagogiques. C'est des fiches qui étaient destinées à un public vraiment à la fin du secondaire, puis je dirais même des fiches qui peuvent être utilisées au cégep ou avec des adultes, par exemple, dans les cours d'école aux adultes. Parce que les textes sont un peu plus vieux. C'est des textes qui peuvent assurément s'adresser à des adultes. Encore une fois, c'est le même principe. Vous avez 11 créateurs des 11 nations autochtones québécoises qui ont été publiés dans ces recueils-là. Autour du feu, c'est un recueil, en fait, qui donne la voix à 11 personnes qui ont gagné le concours pour chacune de leurs nations et pour se retrouver dans ce recueil-là. C'est un ensemble de textes de fiction qui ont été écrits par les 11 nations. Ça fait donc en sorte que vous avez des textes très, très variés. C'est un recueil vraiment hétéroclite. C'est super intéressant parce que vous allez avoir des textes qui sont vraiment comme dans le rituel de passage. Le premier texte, par exemple, le texte de Lindsay Côté, qui est le texte Anishinaabe, vous avez toujours une présentation de l'auteur, puis ensuite vous avez le texte en français, puis vous aurez éventuellement le texte en anglais et en Anishinaabe, ce qui fait que c'est vraiment un ouvrage, j'ai dit trilingue, mais c'est vraiment plurilingue. Et donc, dans le premier texte, c'est l'histoire d'un homme qui s'en va faire un rituel de passage sur une montagne, puis il est supposé de recevoir une révélation, puis ça n'arrive pas. Il se demande comment ça se fait que ce grand moment-là, qui était super important dans sa vie, qu'il attendait depuis longtemps, comment ça se fait? Il a comme l'impression qu'il ne se passe rien. Puis il va réaliser, avec les enseignements des personnes de sa communauté, il va réaliser que justement, c'est ça qui s'est passé. Il s'est retrouvé avec lui-même, à se découvrir lui-même. On attend peut-être une grande, grande épiphanie, mais en vérité, c'était ce moment-là où il se retrouvait avec lui-même, puis c'est lui qui allait découvrir, c'est pas une autre facette, c'est pas un autre personnage. Mais dans le même recueil, vous allez avoir des textes qui se passent aujourd'hui. Il y a un texte, entre autres, qui se passe sur un bateau de croisière aujourd'hui avec une enquête au travers de ça. Et qui n'est pas inscrit nécessairement dans la transmission de connaissances, de savoir ou de connaissances autochtones. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir étudier la pluralité des voix qui sont vraiment plus axées sur l'histoire, la transmission d'un savoir, et des voix qui sont contemporaines, axées sur raconter une aventure. Donc, voici pour Autour du feu. Ce qu'on a fait dans les fiches pédagogiques, c'est qu'on a créé des activités qui pouvaient être réalisées à partir des différents textes. Donc, les lecteurs peuvent choisir un texte, puis il y a des activités pédagogiques qui vont être en lien avec tous les textes. C'est également, en fait, des activités qui peuvent s'adapter aux différents textes, c'est plus exact. C'est vraiment un recueil intéressant parce que vous allez avoir des textes qui font 5 à 10 pages environ, donc des textes courts. Il n'y a pas tant de recueils de nouvelles que ça qui paraissent, donc c'est vraiment un recueil de nouvelles. Puis chacun des lecteurs peut choisir aussi le type de texte qu'il préfère. Vous allez avoir aussi des œuvres qui sont davantage poétiques, puis des œuvres qui sont davantage narratives. Il y a également un recueil vraiment intéressant qui s'appelle Les voix du présent. Dans ce recueil-ci, vous avez le même principe. 11 créateurs, c'est plurilingue, 11 créateurs des 11 nations autochtones, mais c'est un recueil de témoignages. On est plus du côté de l'essai et ces témoignages-là visent à définir un terme qui est le même terme qui va être finalement le fil conducteur de l'ouvrage. Ce terme-là, c'est le leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Et c'est fascinant parce qu'il y en a pour qui le leadership, c'est continuer à tresser les paniers pour transmettre les connaissances ancestrales pour que les jeunes connaissent les méthodes des ancêtres. Il y en a pour qui le leadership, c'est être une personne autochtone en position décisionnelle dans une entreprise.
Il y en a pour qui c'est prendre parole, il y en a pour qui c'est ne pas prendre parole. Vous allez avoir différents avis. La forme du texte va être très variable aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir des textes d'opinion, des gens qui se disent, ben moi, je vais vous expliquer pour moi ce que c'est le leadership, ma carrière a été comme ci, comme ça, voici les décisions que j'ai prises. Il y a également des échanges. Il y a entre autres un échange entre Marie-André Gill et David Gill, une autrice et un sportif, qui échangent sur ce que c'est pour eux le leadership. Alors, on est vraiment dans le mode de la conversation, de l'entrevue. C'est extrêmement intéressant, je trouve, pour les jeunes adultes, je dirais les vieux adolescents et les jeunes adultes, qui sont à un moment de leur vie où ils doivent prendre beaucoup de décisions. Ça peut être attirant pour certains d'avoir un poids décisionnel dans les activités, dans la carrière, ils sont dans les choix de carrière. C'est vraiment intéressant parce que c'est une façon de se rendre compte que on peut penser que le leadership, c'est être le premier ministre d'un pays, mais c'est pas nécessairement comme ça que tout le monde va exercer du leadership. On n'est pas obligé d'être le chef d'un groupe pour être un leader. Il y a d'autres façons de mener un groupe, de mener un groupe vers la réalisation d'un objectif, et c'est ça qu'on va découvrir là-dedans. Alors vraiment, moi, je vous dirais que c'est un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, mais surtout beaucoup de curiosité. J'étais curieuse de connaître les différentes visions du leadership, puis ça m'a fait me questionner. J'aurais aimé écrire un texte, moi aussi, là-dessus, tu sais, prendre le temps de réfléchir, de penser à ça. Il y a assurément des exercices d'écriture qu'on peut faire avec les jeunes pour savoir, eux, ce que ça représente, le leadership. Comme pédagogue, vous pourriez aussi décider de prendre un texte qui vous a parlé particulièrement, de le lire en groupe, puis de demander aux jeunes de donner leur vision, leur opinion par rapport à cette lecture-là. Donc, il y aurait aussi un travail dans ce sens-là qui peut être fait, c'est-à-dire de veiller à échanger avec eux un texte à la fois, par exemple. Donc, vraiment une très belle découverte de ce côté-là aussi. Vous avez aussi un autre recueil plurilingue. Celui-ci, ce ne sont pas 11 créateurs, c'est un créateur qui s'appelle Shane Michael, qui a publié Nos racines, Our Roots. Vous allez l'avoir encore une fois de façon plurilingue. On est un peu plus dans la mise en page des contes de la tortue parce que vous allez avoir ici, donc, dans la même page, les 3 langues de chacun des textes qui vont s'alterner. Et dans Nos racines, en fait, Shane Michael a fait le portrait de 11 personnes marquantes pour chacune des nations, de 11 personnes, chacune marquante pour une nation différente au Québec. Alors, il va décrire des personnalités dans les différentes nations qui ont changé quelque chose, qui ont eu une influence. Ça peut être des jeunes, ça peut être des personnes plus vieilles. C'est vraiment très varié. Vous allez avoir une panoplie de personnages que vous allez pouvoir découvrir. Et à la fin, vous allez avoir la biographie des 11 personnes représentées. Donc, pour avoir un petit peu, des bibliographies aussi. Donc, pour chacune des personnes, si ces personnes ont créé, ont été nommées, ce qu'elles ont fait. Donc, vous allez avoir plus d'informations sur chacune de ces personnes-là. Ça peut être des personnes politiques, ça peut être des artistes, ça peut être des jeunes qui ont marqué leur communauté. C'est extrêmement varié. Donc, un beau recueil. Puis je pense aussi, encore une fois, tu sais, si on pense à une activité qu'on pourrait faire avec les jeunes, tout à fait adéquat pour le 3e cycle du primaire dans ce cas-ci, on pourrait demander aux jeunes le portrait de qui eux aimeraient-ils dresser dans leur communauté, par exemple. On habite dans un quartier, on habite dans un village, les jeunes vont à l'école, ils connaissent les autres, ils connaissent les parents des autres, ils connaissent les personnes qui sont dans les commerces. Donc, si toi, tu avais le choix de dresser le portrait d'une personne qui a un impact sur ta communauté, quel portrait voudrais-tu dresser? Puis on en lit un, on regarde comment c'est construit, on extrait les grandes façons de construire le texte, puis on va reproduire un texte à la manière de Nos racines pour représenter une personne de la communauté. Ça peut être une personne de l'école, ça peut être une personne de la ville ou du village, une vedette même, là, ça peut être la personne qui nous inspire, ça peut être une personne qu'on ne connaît pas, mais pour laquelle on a beaucoup d'admiration. Donc, c'est vraiment un recueil très,
très touchant, puis il y a beaucoup d'espoir, je trouve, dans ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'espoir de représenter ces personnes-là auprès des autres, puis qu'elles deviennent des modèles, qu'elles deviennent vraiment des inspirations pour les jeunes. Vous avez également, et là, on va rester dans des textes pour les lecteurs un peu plus vieux, vous avez une collection aux éditions Anénorac qui s'appelle la collection Harangue, qui est une toute petite collection. Alors, vous voyez le modèle ici, tout petit ouvrage c'est d'opinion. Ce sont des ouvrages d'opinion ou des essais. Ici, c'est Daniel Sioui qui a écrit Indien stoïque. Daniel Sioui, c'est l'un des fondateurs de la maison d'édition qui avait fondé la maison avec son père, euh, Jean Sioui, et qui a aussi, qui est le propriétaire de la librairie Anénorac, parce que Anénorac, c'est une maison d'édition, mais aussi une librairie qu'on peut visiter à Wendake. Et c'est vraiment un essai sur la place de la personne autochtone dans la société actuelle et la prise de parole aussi de la personne autochtone. C'est il nous dit vraiment c'est un texte d'opinion qui est né d'une situation qui l'a mis extrêmement en colère, une situation où il a senti qu'il n'avait pas le droit d'être en colère, qu'en fait les Autochtones, on devait taire leur colère si on voulait parler d'eux pour pouvoir là, faire accepter le discours à tout le monde. Alors, c'est expliqué au début, la situation est expliquée au début. Daniel Sioui, c'est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Il est très agréable Ben moi, je trouve que travailler avec lui, c'est très agréable parce qu'on sait exactement à quoi s'en tenir. Et à titre d'exemple, je vais vous lire l'avertissement. Donc, c'est une page et demie qui est l'avertissement qui ouvre son texte d'opinion sur cette thématique-là. Et pour faire sortir sa colère, et vous allez voir, la langue, c'est très parlé, c'est très accessible. On plonge dans ce texte-là, ça se lit d'une traite. Je trouve ça intéressant parce que pour les jeunes, on a souvent, dans les cours à l'école, on a souvent du texte informatif, du texte de fiction, de l'essai, du texte d'opinion vraiment accessible. Il y en a pas tant que ça qu'on est capable de leur mettre sous la main. Alors, écoutez son ton. Avertissement. Dans ce livre, j'utilise abondamment le mot indien parce que je ne sais pas quoi utiliser d'autre. Je ne suis vraiment pas un fan du mot autochtone qui sonne bizarre, je trouve, mais comme il est politiquement correct, je vais l'utiliser pareil. Le mot amérindien me fait toujours penser au touriste français qui se promène avec sa plume fluo dans les cheveux lors d'un powwow, alors très peu pour moi. Il reste Première Nation, ce qui est trop impersonnel à mon goût. J'utiliserais bien le vrai mot qui existe dans ma langue, Onkwekonwi, qui veut dire vrai homme, mais je trouve ça un peu péjoratif pour les Blancs, et moi aussi j'ai des amis blancs. Je me donne donc le droit d'utiliser le mot indien comme j'ai le goût, et tant pis. Si ça vous choque, ne lisez pas ce livre car il n'est vraiment pas pour vous. Sachez que j'ai surtout écrit ce texte pour apaiser ma colère, mais aussi pour ajouter mon grain de sel au chialage collectif. Au fond, je voudrais que ma colère et mon chialage soient un tant soit peu productifs et qu'ils servent à réfléchir à ceci. Où nous dirigeons-nous en tant que membres des Premières Nations? Personnellement, je trouve qu'on entend vraiment trop souvent parler de notre passé de schnout et pas assez de notre avenir de rêve. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Donc, son ton va être comme ça, rapide, incisif, tout au long de son texte d'opinion. Le texte d'opinion est séparé par chapitre. Donc, vous allez avoir le chapitre Il faut régler le passé. Vous avez un chapitre qui s'appelle Je vais-t-il régler, entre guillemets, le problème indien, moi. Vous en avez un qui s'intitule Sommes-nous capables de gouverner? Vous allez avoir un chapitre, comme ça, les relations avec les Blancs. Donc, plusieurs chapitres comme ça qui sont vraiment très intéressants. Alors, un beau texte d'opinion à découvrir dans une toute petite collection, vraiment chouette, la collection Harangue chez Anénorac. Et une autre très mignonne, je sais pas, c'est mignon parce que l'objet est mignon. Mais après ça, les textes, vous allez voir, ça peut être des textes qui déménagent assez. La collection Solstice aux éditions Anénorac. Regardez-moi ces deux petits textes tout mini, donc vraiment des feuillets comme ça, des tout petits livres. Là, si vous avez, des fois, je me fais demander des textes accessibles, là, tu sais, pour des jeunes qui ne sont pas des grands lecteurs. Ici, bon, on est dans des ouvrages qui comptent à peu près 36 à 40 pages, donc on ne peut pas me dire le texte est trop long. Deux œuvres vraiment différentes aussi que je vous présente. De Jocelyn Sioui, ici, vous avez Frétillant et Agile.
Jocelyn Sioui, c'est un auteur qui a écrit du théâtre, qui œuvre sur les scènes. C'est un acteur également. Et Frétillant et Agile, c'est un projet de création théâtrale qui a ensuite été amené à l'écrit. Donc, on a comme ça un... Excusez-moi, j'ai cru que quelqu'un voulait entrer dans la salle. On a comme ça, donc, je vous dirais, c'est un work in progress. Donc, on est dans la progression du travail. Donc, cette pièce-là a été jouée, elle a été transcrite à l'écrit, elle est encore en train d'être travaillée. Et je sais qu'il y aura des représentations, entre autres, au Théâtre Les Écuries à Montréal au mois d'avril, le 21 avril, si mon souvenir est bon. Donc, c'est encore en travail et en progression. J'ai eu la chance de voir Jocelyn Sioui faire un extrait de cette œuvre-là. C'est vraiment là, un acteur incroyable. C'est vraiment un spectacle d'aller l'écouter. Et dans Frétillant et Agile, il va redonner vie à Ohaïtik, un improbable héros Wendat, dont le nom aussi, si vous connaissez le quartier de Huntic à Montréal, ce nom a été transformé au fil du temps pour donner Huntic, mais c'était pas le même Huntic, mais c'est le même prénom qui est à la base du nom de ce quartier. On va nous raconter ici l'histoire d'un groupe Wendat qui doit retourner vers Québec, donc qui est dans la région montréalaise, qui est partie d'un peu plus du nord, qui doit retourner vers Québec parce qu'ils transportent avec eux le cadavre là, calciné de Jeanne Brébeuf et ils doivent le ramener vers Québec où il sera éventuellement enterré. Sauf que les Wendat, pendant leur voyage qui va se faire entre autres en canot sur le fleuve Saint-Laurent, vont être attaqués par un autre groupe autochtone sur les terres de qui ils sont en train de passer. Donc, ils vont se retrouver dans cette espèce d'affrontement-là. Et entre autres, le personnage de Ohaïtik c'est un peu c'est pas le personnage là, dont on s'attend qu'il devienne un héros. C'est-à-dire qu'il est lent, il a une jambe plus courte que l'autre, il est malhabile, c'est pas le plus intelligent. On a l'impression, tu sais, que c'est un peu celui qui retarde le groupe, là, d'après la description qui est faite. Puis, de fil en aiguille, au cours de l'affrontement, c'est entre autres grâce à lui qu'on va avoir cru noyer dans la rivière que le groupe va pouvoir être sauvé. Je vais vous lire encore une fois un petit extrait, l'extrait du premier chapitre, juste pour que vous ayez un peu le ton du texte. Attendez, je vais vous lire ici. Si vous ne le saviez pas, le pays des Hurons-Wendat s'étendait autour des Grands Lacs, principalement autour de la baie Georgienne, en Ontario. Décimé en grande partie par la maladie et la guerre des Haudenosaunee, 300 Wendat et une couple de Jésuites fuient vers la région de Québec parce que la paix, l'armée française, la sécurité, tout était là-bas. Fuir quand l'ennemi est partout, ça épuise. Depuis déjà quelques jours, les 300 Wendat se cachent dans les îles de Boucherville, heureux de souffler un peu. Parce que pagayer sur le fleuve, la peur au ventre, ça gruge peu à peu le moral, ça met à cran et ça érode l'espoir rapidement. 600 kilomètres les séparent des ruines de leur village, 250 de leur objectif final. Dans ce coin-là du fleuve Saint-Laurent, il y a tout un archipel qui s'étend jusqu'à Verchères. C'est assez facile de passer inaperçu dans les chenaux pour qui sait s'y prendre, mais pour cacher 300 personnes, le savoir-faire n'est pas toujours suffisant. Donc, on est vraiment dans l'oralité, dans le texte raconté. Vous pouvez le voir par l'extrait que je viens de vous lire. Un très, très beau texte qui a une saveur historique aussi, basée sur des faits réels. Donc, tout à fait à découvrir pour les lecteurs qui sont avides d'une lecture éclair. Puis, bienvenue Alison de J.D. Kurtness dans la même collection. J.D. Kurtness, qui est une autrice contemporaine, vraiment, vraiment, qui est née d'une mère québécoise et d'un père Innu de Mastoyage. Donc, une autrice qui est vraiment à découvrir. C'est la seule œuvre qu'elle a faite paraître chez Anne-Norac jusqu'à maintenant. On souhaite une longue collaboration, bien sûr. Et là, c'est vraiment capoté. On tombe dans un texte de science-fiction, mais ça, on s'en rend compte juste à la fin. Grosso modo, on a l'histoire d'une femme de 54 ans qui habite Alma et qui manque à l'appel.
Puis, on se met à la chercher et on va la trouver. Elle a été trouvée morte dans une forêt, nue, mais aucun signe de violence sur elle. Et l'enquêteur qui va arriver là, qui va la voir, il regarde ça, il trouve ça étrange, il se dit, d'après moi, c'est la faute des champignons. Puis il laisse sa job, il déménage dans le sud et il s'en va habiter il laisse sa job, sa famille, puis il déménage dans le sud. Toutes les personnes qui vont aller participer comme ça au, euh, au, au fouilles pour voir ce qui s'est passé vont soit être retrouvés eux-mêmes nus, étendus sur le sol dans une forêt, ou vont décider de faire des choses qui sont extravagantes par rapport à leur vie et à leurs habitudes, donc comme ça quitter leur emploi, aller vivre ailleurs. De fil en aiguille, l'histoire se développe, puis on va réaliser que le premier policier avait bien raison. C'est une espèce d'épidémie qui est en train de décimer la population mondiale. Les dernières personnes qui vont survivre à cette épidémie-là, c'est les gens qui vivent sur les pôles en Arctique, en Antarctique, qui sont dans les missions exploratoires parce que ben, c'est bien plus long pour l'épidémie de se rendre jusque-là, parce que c'est une épidémie qui passe par le biais d'un champignon. Et les dernières personnes à survivre, c'est des astronautes dans la station spatiale, dont Allison, parce que là, je peux vous dire que vous avez lu le texte, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment amusant, mais à peu près 30 pages sur 37, on n'a jamais rencontré Allison. Et là, tout à coup, Allison, c'est une exploratrice spatiale dans une station spatiale et elle va être la dernière humaine à parler à une espèce d'entité venue de l'espace qui, pour entrer en communication avec le genre humain, a utilisé la forme de vie la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire le mycélium, donc le champignon. Et elle a malheureusement décimé l'espèce humaine. Et c'est ça l'histoire. Donc, c'est vraiment, vraiment surprenant, amusant, ça se lit, c'est rapide à lire, il y a beaucoup d'humour. Donc, encore là, un petit texte qu'on pourrait même lire en classe à voix haute avec les jeunes, rapide à découvrir. Vraiment, c'est vraiment une super bonne façon aussi de découvrir ces créateurs-là par des textes très courts. Donc, ici, bienvenue à Allison de J.D. Curtness. Et je vais peut-être conclure donc avec une œuvre, un roman paru cet automne. Vraiment, je vous dirais un incontournable dans les publications chez Anne Norac de cet automne. C'est un roman court écrit par une autrice également de Mastoyache. Elle s'appelle Moira Washteshkun Bakon. Donc, Moira Washteshkun Bakon. Son texte s'appelle Envole-toi Migun, pardon, et c'est paru chez Anorak. Migun, vous aurez peut-être découvert par la couverture, ça veut dire la plume. C'est un texte court qui fait 90 pages. C'est un roman, je vous dirais, on est vraiment dans le roman miroir avec un personnage adolescent comme personnage principal, un roman qu'on peut assurément lire dans les classes de, je dirais, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. On va découvrir Migun qui écrit son journal. Donc, vous avez des pages même avec un peu d'illustration là, à la main comme ça. Donc, Migun écrit son journal euh, et Migun est malheureuse, elle est fâchée. Sa sœur, Nissi, est partie. Elle est partie vivre à la ville. Donc, Migun vient de Mastoyache. Ils ont déménagé dans une ville avec sa famille, sa mère et sa sœur, une ville de taille moyenne. Et là, sa sœur, qui est rendue à l'université, décide de déménager à Montréal avec son chum pour vivre sa vie. Là. Elle est une jeune adulte, elle veut aller vivre la vie. Mais Migun, elle, qui est adolescente, donc encore à l'école secondaire, ben, elle se sent abandonnée. Sa grande sœur est partie et là, elle est seule avec sa mère. Sa mère est avocate, elle défend les droits des gens des Premières Nations. Sa mère travaille beaucoup. Nigun vit beaucoup de solitude. À l'école aussi, elle vit beaucoup de solitude. Elle va dire d'ailleurs dès le début qu'elle se sent comme un haricot rouge dans un sac de haricots blancs. Donc, différente des autres tout en étant semblable à eux, mais elle est mise de côté. On a l'habitude de ne pas l'inviter, elle ne fait pas partie là, des invitations, de la fête, etc. Et on va vraiment, au début du roman, être dans la colère de Migun. Elle est fâchée contre sa sœur, elle est fâchée contre tout le monde autour d'elle. C'est une émotion,
C'est pas une la colère, on a beaucoup des romans de tristesse, il y a des romans où il y a de la colère, mais on plonge vraiment dans cette, émotion-là. C'est touchant, puis je vous dirais même que ça peut être déstabilisant. De rencontrer un personnage au début qui est aussi fâché, c'est assez déstabilisant. Et sa mère, donc, va voir que sa fille va pas très bien et elle va décider pour le temps des fêtes de retourner à Mastoyage, dans la communauté d'origine, pour passer les fêtes en famille, puis un peu renouer avec cette identité-là. On va apprendre aussi, assez tard d'ailleurs dans le récit, que Migun et sa sœur, Nissi ont aussi une petite sœur. Cette petite sœur-là, qui est une jeune fille très calme, a été victime de préjugés à son endroit. Quelqu'un a caché dans sa case à l'école, de la drogue, puis ils ont dit, ben c'est sûr que c'est elle, c'est une autochtone, c'est elle qui a entré de la drogue dans l'école. On n'a même pas posé la question, on l'a renvoyée de l'école et elle est retournée, vivre avec son père dans, la ville de Mastoyache. C'est une jeune fille qui est très résiliente. C'est comme si elle se rend compte que retourner à ses racines-là, c'est quelque chose qui lui fait du bien. En même temps, c'est sûr qu'elle reste, fâchée de ce qui lui est arrivé. On sent que Migoun est fâchée de ce qui est arrivé à sa sœur, donc on est dans ce contexte-là. Elle va retourner donc dans cette communauté et elle va revoir sa sœur, son père, son cousin aussi. Puis il va y avoir toute une découverte qui va se passer autour de l'identité, d'appartenance à sa nation, mais aussi, d'appartenance au lieu où elle vit maintenant. Elle va rencontrer, entre autres, ben, elle va commencer déjà à se poser des questions parce qu'il y a une jeune fille à l'école qui l'attire beaucoup. Donc, déjà des questions autour de son identité, de son appartenance à une orientation sexuelle. Donc, elle va se poser des questions autour de ça. Sa jeune sœur aussi est en train de fréquenter une jeune fille. Donc là, elle voit, ah mon Dieu, ma sœur, elle se sent libre de le faire. Comment ça se fait que moi, je me sens pas libre de faire la même chose? Elle va rencontrer un cousin aussi qui, depuis qu'elle est partie, s'est affirmé comme étant, bispirituel, c'est-à-dire appartenant aux 2 identités de genre. Donc lui, il est très libre là-dedans. Là, elle le revoit, il a changé depuis qu'elle l'a vu. Elle admire beaucoup sa liberté, sa liberté de penser aussi. On sent aussi une grande ouverture de la communauté par rapport à tout ça et son cousin va lui dire: «Tu sais, tu n'es pas obligé d'être seulement une chose. Tu peux venir d'ici, mais aussi appartenir à là-bas. Et c'est un peu par cette comparaison-là qu'elle va éventuellement faire la paix avec ce qui lui arrive, avec sa situation. Permettre aussi à sa sœur de vivre ce qu'elle a à vivre, hein, parce qu'elle est en train de vivre le début de sa vie. Donc, à un moment donné, il faut laisser partir l'autre. Et elle va éventuellement commencer à découvrir un peu qu'elle peut avoir une identité qui est multiple puis appartenir à différents lieux. Puis j'aurais envie de refaire le lien, c'est pas les mêmes publics visés, mais avec Wogwi qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc ici, on pourrait avoir Migoun de la tête aux pieds, mais on a Envole-toi Migoun, donc c'est vraiment l'envol de ce personnage-là qui va établir les bases de sa personnalité puis prendre son envol comme jeune femme. Très beau roman, très rapide, très efficace. L'autrice aussi se montre tout à fait disponible à faire des rencontres pour les écoles avec les jeunes. Elle est toute jeune. Ce roman-là, c'est son projet de maîtrise en création littéraire qui a été publié, qui a été peut-être, je ne sais pas si au niveau de l'éditorial retravaillé, j'imagine, avec la maison d'édition, est publié. Donc, c'est vraiment un modèle intéressant, là. Si vous avez des jeunes à la fin du secondaire qui ont envie de voir une jeune de quelques années plus vieille qu'eux à peine parler de son processus de création. En tout cas, moi, je me rappelle, à mon secondaire, ça m'aurait complètement fascinée. C'est sûr que j'aurais voulu lire son livre après. Donc, vraiment, je vous le suggère sans hésitation. Envole-toi, Migoun de Moira Washtishkun Bacon à découvrir assurément. Et je vais m'arrêter ici. Je reste disponible si vous avez des questions. Je veux juste regarder dans la conversation. Ah bon, ben, des gens qui nous disent qu'ils doivent quitter pour aller se sustenter. Alors, si vous avez des questions, je reste disponible pour y répondre, pour échanger avec vous. Sinon, je vous invite donc à rester pour les prochaines présentations. Cet après-midi, vous pourrez découvrir les livres des éditions Bouton d'Or Acadie avec Charlotte Beaussier et plus tard les capsules de la puce à l'oreille également avec Charlotte.
Si vous nous écoutez en rediffusion, ces 2 capsules-là seront disponibles, les 2 présentations seront également disponibles en rediffusion sur le groupe YouTube. Alors je vous remercie et je vous souhaite un très bon appétit.